Bonjour Raquel Garrido. Bonjour. La manifestation contre la vie chère à l'appel de la France Insoumise a rassemblé hier 30 000 personnes selon la police, 140 000 selon vous. Quoi qu'il en soit, on a vu hier un Jean-Luc Mélenchon très en verve et très satisfait de cette mobilisation. Qu'avez-vous l'impression d'avoir réussi hier ? Je pense que les Français avaient les jambes, les fourmis dans les jambes, si j'ose dire. Et si on avait fait cette marche il y a encore 2 semaines, je pense qu'il y aurait déjà eu beaucoup de monde. Les motifs d'insatisfaction sont nombreux et visiblement l'énergie est intacte. Même nous, on a été surpris par l'affluence dans les cars d'abord et puis ensuite dans la manifestation. Vous avez pu voir que finalement on a entièrement rempli d'une façon très compacte toute l'avenue entre la place de la Nation et la place de la Bastille. Quand on arrivait à Bastille, à Nation, ils n'étaient pas encore partis. Et ça signale quand même un niveau de l'opinion publique. Et je trouve que dans une démocratie adulte, le gouvernement devrait écouter cette expression citoyenne. C'est une expression citoyenne qui est argumentée, qui est sérieuse, qui se fonde sur la réalité de ce que vivent les gens et notamment sur la difficulté de aujourd'hui tout simplement vivre à cause de l'inflation. Et donc oui, il faut augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires en fonction de l'inflation, les indexer sur l'inflation. Et bien sûr, il faut aussi respecter le vote démocratique à la fois des Français, puisque je rappelle qu'à l'élection législative, les Français ont quand même placé le président en minorité à l'Assemblée. Et aussi, il faut respecter les votes à l'Assemblée nationale. Enfin, en minorité, pas tout à fait. Pas de majorité absolue. Mais le groupe Renaissance est aujourd'hui le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, je répète ce que je viens de dire. Le président de la République n'a pas de majorité. Oui, non, vous avez dit qu'il était en minorité. Oui, donc, Frédéric Rivière, le contraire de majorité, c'est minorité. Oui, mais objectivement, ça n'est pas le cas. Factuellement, ça n'est pas le cas. C'est le premier groupe. Arithmétiquement, le président de la République est minoritaire à l'Assemblée nationale. Il n'a pas de majorité. 577. C'est mathématique, c'est pas moi. 577 divisé par 2 plus 1, ça fait un nombre d'élus que n'a pas le président de la République. Et pour les Français, c'est une bonne chose. Quel est le premier groupe à l'Assemblée nationale en nombre? Celui de Renaissance. Voilà. D'accord. Bon, donc, ils ne sont pas majoritaires, c'est ce que je dis. Alors, et c'est la raison pour laquelle d'autres majorités se forgent au gré des discussions. Et par exemple, sur la loi de finances, nous avons forgé des majorités pour adopter un certain nombre de mesures de justice fiscale, comme par exemple la taxation des superdividendes, comme par exemple... parfois le vote de membres justement de la majorité de Renaissance ou du Modem. Tout à fait. Je voudrais qu'on revienne vote que le gouvernement devrait respecter au lieu de passer par le 49.3. Sur la manifestation d'hier, je le disais, Jean-Luc Mélenchon était très en verve. Vous allez vivre, a-t-il dit, une semaine comme on n'en voit pas souvent. C'est la grande conjonction et c'est nous qui la commencions. La grande conjonction, c'est le nouveau nom de la convergence des luttes, c'est ça ? Écoutez, oui, si vous voulez. Il y a une grande synergie qui se fait actuellement, c'est clair, entre les luttes syndicales, qui sont des luttes au niveau des unités de travail pour la hausse des salaires, dans ce contexte d'inflation qui coûte cher à tout le monde et qui rend la vie impossible pour les Français. Et il vient s'ajouter à ça une mobilisation citoyenne, car on n'est pas que des salariés dans la vie, on est aussi des citoyens, on doit être respectés dans cette condition. Et je le rappelais à l'instant, cette menace d'utilisation de l'article 49.3, qui est un article de la Constitution qui certes est légal, certes il est constitutionnel, si j'ose dire, puisqu'il est dans le texte. Oui. Mais vous savez, c'est pas parce que c'est constitutionnel que c'est forcément démocratique. Et en l'occurrence, l'utilisation de l'article 49.3 aujourd'hui ne serait pas démocratique. Pourquoi ? Parce qu'il viendrait rayer d'un trait de plume des vrais votes qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, des votes majoritaires. Et quand un vote a eu lieu, le remettre en cause, ça porte un nom, c'est la triche. Puisque vous parlez du 49.3, effectivement, le gouvernement devrait y recourir très rapidement pour faire adopter le projet de loi de finances 2023. Des motions de censure seront déposées, mais les différents groupes d'opposition ne les voteront pas ensemble. Il n'y a pas, en l'occurrence, de convergence d'intérêts à renverser le gouvernement au sein des oppositions ? D'abord, je note que pour l'instant, les mobilisations, et notamment, c'est une victoire, je pense, à mettre à l'actif de la grande marche d'hier, c'est que le 49.3 qui devait être dégainé aujourd'hui ne le sera pas. Puisqu'Elisabeth Borne a annoncé hier que, pour l'instant, ce projet était retardé d'au moins 24 heures. Et c'est bien la preuve
qu'elle sait parfaitement que c'est une mesure qui n'est pas populaire, qui est infondée, qui est injuste, qui est une brutalisation des institutions françaises et de la démocratie. Et donc, je compte bien, je n'ai pas renoncé à l'espoir qui ne recourt absolument pas au 49.3. Je pense que par adoption de scrutins successifs à l'Assemblée nationale, on puisse améliorer le budget et que le gouvernement renonce à l'utilisation du 49.3. C'est ce qui serait vraiment profondément plus respectueux des Français aujourd'hui. Vous savez que c'est la gauche au pouvoir qui a, et de loin, le plus recouru au 49.3 en France. Mais moi, je ne me sens absolument pas comptable de ce que faisait Michel Rocard il y a 30 ans. Ou 40 ans. Ouais, mais c'était la gauche au pouvoir. Oui, mais pardon, mais la gauche au pouvoir, quand à l'époque de Mitterrand est arrivée au pouvoir sur la critique de la Ve République, et à un moment donné, elle s'est fondue totalement dans les dorures de la Ve République. Je pense que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, à un moment donné dans l'histoire, la social-démocratie en particulier a perdu de son lustre. Moi, je tiens beaucoup à cette bataille pour la démocratie, pour la Sixième République. Je pense qu'il nous faut une constitution débarrassée de cet article 49.3. Il nous faut une constitution dans laquelle, par exemple, nous pourrions avoir le droit de révoquer les élus en cours de mandat ou dans laquelle nous prendrions mieux en compte le vote blanc. C'est justement cette idée-là que nous proposons avec l'idée de convoquer une assemblée constituante pour faire une Sixième République. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas transiger. C'est nous les démocrates. Cette journée était organisée contre la vie chère, donc, mais aussi, sans doute dans l'esprit de cette grande conjonction, de cette convergence des luttes, contre l'inaction climatique. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y ait tant de convergence sur ces deux sujets ? Est-ce que vous croyez que ceux qui ont aujourd'hui du mal à remplir leurs réservoirs, notamment avec du gasoil, est-ce que vous croyez que ceux-là vont être favorables aux zones à faible émission, les fameuses ZFE, qui vont prochainement leur interdire de circuler dans toute une partie de la France ? Évidemment que les mesures stricto sensu punitives, sans alternative, sont mal vécues par les gens, c'est normal. Mais je vous prends un autre sujet, par exemple la question des passoires thermiques, oui, où on voit tout à fait que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'argent qui soit mis dans la transition énergétique. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'argent public mis dans la rénovation des bâtiments afin qu'elles ne soient plus des passoires thermiques. Ce sont précisément ces passoires thermiques qui font que aussi les factures d'électricité ou de gaz dans les foyers parfois montent à 300, 400, 500 euros par mois, ce qui est absolument insoutenable pour les familles. Et le contexte, en plus d'augmentation des prix dans l'énergie, aggrave cela. Donc là, pour le coup, on voit bien que ça va ensemble. Les ZFE, zones à faible émission, c'est punitif. De toute façon, l'idée de réduire les gaz à effet de serre, c'est évidemment nécessaire à la survie de l'humanité. Donc chacun peut le comprendre. La Macronie, a dit Jean-Luc Mélenchon hier, la Macronie, c'est le chaos, l'ordre, c'est nous. Vous voyez vraiment comme le parti de l'ordre ? Oui, je pense que nous sommes les tenants d'une solution pacifique au règlement du conflit. Il y a aujourd'hui un conflit majeur entre les Français et leur président. Voilà, le président de la République concentre énormément de pouvoir sans rendre de compte et dans une situation d'impunité politique totale. L'irresponsabilité politique du président, c'est une notion juridique qui est ancrée au cœur de la monarchie présidentielle, de cette constitution de 58. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer qu'un homme seul décide contre les Français, contre le Parlement, contre les grévistes, contre tout le monde. Et donc, cette affaire-là peut mal finir. Ce conflit peut mal finir. Il peut finir dans un grand chaos, une grande violence. Et à l'inverse, je pense que nous sommes les tenants d'un passage pacifique à un régime plus démocratique. Et on le fait déjà vivre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je rappelle quand même que tout le monde avait prévu que la discussion sur le budget serait une grande chienlit, un grand chaos qui justifierait l'article 49.3. Il n'y a pas eu de chienlit. Nous faisons des débats très apaisés, très argumentés, et souvent nous gagnons sur des amendements. Et si on suivait la voie que nous proposons sur l'Assemblée constituante, je pense que ce serait une modalité pacifique dont la France aurait bien besoin. Merci Raquel Garrido. Bonne journée. Merci, bonne journée.